La finance, c'est comme conduire une voiture. Ce qui est très marrant, c'est que peu de femmes investissent, mais les peu de femmes qui investissent, elles ont des meilleures performances que les hommes. Donc l'important, c'est de reprendre en fin de compte le contrôle sur cette vie-là financière. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Ici, la sororité n'est pas un slogan. C'est une expérience vécue, riche, complexe, parfois bouleversante. Tu vas entendre mes discussions, profondes ou légères, avec des femmes qui partagent leur histoire, leur expertise et leur combat. Tu vas entendre des histoires vraies, sans filtre, de femmes qui tissent des liens, traversent des tempêtes et s'élèvent. On célèbre à la fois la force et la fragilité des amitiés féminines. On ose parler de ce qui gêne, de ce qui répare. Gang de copines, c'est l'espace où la sororité s'assume, se questionne et se vit pleinement. Bonjour Sarah. Bonjour Elodie. Alors, je suis ravie qu'on démarre la 3e saison de ce podcast avec toi pour qu'on parle d'un sujet dont on ne parle toujours pas assez, c'est l'empowerment des femmes sur leurs finances. Avant de vraiment démarrer dans le vif du sujet et qu'on parle de ça, j'aimerais savoir déjà ce que ça représente pour toi la sororité. Pour moi, la sororité, c'est de pouvoir s'entraider. On est tous et toutes différentes avec des compétences différentes et c'est de pouvoir échanger nos compétences, nos conseils, d'être là les uns pour les autres. Pour parler un peu de toi quand même, tu es gestionnaire de fortune à Genève et tu as écrit le livre « Ce que valent les femmes ». Déjà, j'ai envie de savoir comment tu as eu cette idée. D'écrire le livre ? Oui. C'est un concours de circonstances de plusieurs choses c'est l'alignement des planètes, comme j'aime bien le dire. Il y a eu plusieurs choses. La première, c'est que j'étais à une époque de ma vie où je me rendais compte que c'était quand même le moment pour moi de rendre un petit peu ce que j'ai reçu. Quand je parle de rendre ce que j'ai reçu, c'est que j'ai fait des études pour travailler dans la Croix-Rouge. Je me suis retrouvée gestionnaire de fortune. Voilà, il y a des histoires de vie comme ça. Et je me suis dit, mais comment, avec les compétences que j'ai à l'heure actuelle, je peux me permettre de contribuer, en fin de compte, à rendre un petit peu la qualité de vie que j'ai aujourd'hui. Alors, si j'étais médecin, je serais partie peut-être avec Médecins sans frontières une année, mais c'est pas le cas. Et puis, en discutant à droite à gauche, l'idée du livre est venue. Peut-être aussi parce que mon père est gestionnaire de fortune, ma mère est bibliothécaire, donc le livre, c'est un véhicule que je connais bien. C'est un outil que je connais bien. Et puis surtout, ce qui m'est arrivé, c'est que je parlais beaucoup avec des personnes proches, que ça a commencé avec des copines, mais aussi surtout avec des copines de ma maman, mes tantes, des copains de copains, qui sont venus vers moi en me demandant des conseils financiers. Puis, je leur disais, on va boire un café, je t'explique 2-3 trucs. Mais c'est sûr que mes clients que j'ai dans la gestion de fortune, ils ont un certain patrimoine, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et je me suis dit, mais en fin de compte, monsieur et madame tout le monde, surtout madame, on reviendra sur le sujet, oui. Mais ont le droit aussi d'avoir accès à ces connaissances. Donc, pour moi, c'était hyper important de pouvoir partager ça. Et le livre, c'était l'outil idéal. Pourquoi c'est essentiel pour toi, justement, d'encourager, de partager sur le sujet de la finance? Parce que l'argent, c'est un outil, c'est pas une fin en soi, ouais. Mais c'est un outil qui a beaucoup de pouvoir. Et là, moi j'ai écrit Ce que valent les femmes, qui est axé peut-être plus pour les femmes, mais finalement, il y a plein d'hommes qui ont lu le livre et qui se sont trouvés tout à fait, qui ont trouvé que le livre s'adressait tout à fait à eux également. Je pense que c'est le sujet de la gestion des finances. Déjà rien que le mot, quand on parle de gestion de finances, gestion et finance ensemble, ces 2 mots, c'est pas du tout sexy, ça donne pas du tout envie, c'est presque mieux de parler d'arrachage de dents, selon quoi. Et du coup, de dire, mais en fin de compte, l'argent, c'est un outil qui nous permet d'atteindre des objectifs de vie, qui nous permet de faire des choix, qui nous permet d'avoir une certaine liberté, une certaine indépendance. Et les personnes qui n'ont pas accès à la gestion de cet outil, souvent, elles se retrouvent enfermées dans une sorte de prison qui peut être des fois une prison dorée, mais ça reste quand même une cage dorée, ça reste quand même un problème, un vrai problème. Et l'accès, en fin de compte, à la gestion de ses finances, elle se fait via aussi l'accès à la connaissance. Et pourquoi c'est particulièrement important pour les femmes que les femmes aient accès à ces connaissances-là? Alors là, on part dans un côté peut-être non, tout à fait féministe,
dans le sens que, on n'est pas encore à l'égalité, comme on devrait l'être. La réalité financière des femmes, si on la compare à la réalité financière des hommes, est très différente. Bon, il y a beaucoup de choses dont on parle beaucoup, c'est l'égalité salariale, mais il y a d'autres choses qui sont qu'on ne voit pas toujours parce que, oui, l'égalité salariale, on n'y est pas encore, mais surtout les femmes, elles ont tendance à faire des arrêts sur maternité, des temps partiels, ça va affecter leur retraite. La manière dont elles prennent des décisions financières, elles ont toujours tendance à ne pas, par exemple, négocier leur salaire parce que souvent, ce que j'entends chez les femmes, c'est: «Ah, l'argent est pas important, il y a des choses qui sont plus importantes». Mmh. Et oui, il y a des choses qui peuvent être plus importantes, mais ce qui est important surtout, c'est quand même de pouvoir avoir cette liberté et ce choix et c'est en lien avec l'égalité. Tu viens de le dire sans le dire, mais il y a une différence, de rapport à l'argent et à la prise de décision financière entre les hommes et les femmes. Alors, il y a une différence entre les hommes et les femmes tout court, de base, hein. Oui. Qu'on soit bien d'accord. Je remets pas ça en question et c'est là aussi où c'est important de remettre le sens de l'égalité là-dedans. Parce que souvent, j'ai aussi 3 garçons à la maison et les 3 me disent: «Oui, mais maman, les hommes, si les» oui, les hommes et les femmes, on est différents. Oui, D'accord? On est bien d'accord. oui. Mais c'est important qu'on puisse avoir accès aux mêmes chances, il y a pas de raison qu'une femme soit moins bien payée qu'un homme. Mmh. Il y a pas de raison que ce soit toujours la femme qui doive rester à la maison. Il y a pas de raison que ce soit la femme qui n'ait pas la promotion et cetera et cetera. Et puis j'ai oublié de rajouter que les femmes vivent plus longtemps, ont des coûts de santé qui sont plus élevés Oui. et puis il y a une chose, je sais pas si on c'est le sujet d'en parler, mais il y a ce qu'on appelle la taxe rose. Ça veut dire Oui. que tous les produits qui sont destinés aux femmes ont tendance à être surtaxés, plus chers et cetera et cetera. Je parle même pas de ce qu'on lit dans les journaux et de ce qu'on met comme pression sur les femmes pour comment elles doivent être s'habiller, et cetera. Oui. Mais voilà, la réalité financière des femmes est très différente de celle des hommes. Les hommes et les femmes, nous prenons des décisions, nous fonctionnons de manière différente. Alors, évidemment, c'est des généralités que je fais. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes et tous les hommes sont comme ça. Mais on voit en tous les cas, moi ce que j'ai pu observer en finance et ce que les études montrent, c'est que je vais le faire très résumé, c'est que les hommes ont plus de testostérone. Oui. Les hommes ont tendance à être élevés dans une optique où c'est important pour les petits garçons de prendre des risques, de tester des choses, de faire des choses aventureuses, etc. Alors que les petites filles, on va plutôt leur dire, eh ben, fais attention, tiens-toi bien, sois bien sage, ne réponds pas. De nouveau, c'est très stéréotypé. Malheureusement, je le vois encore. Je vois aussi dans des familles qui ont maintenant des enfants, un garçon et une fille, c'est comme ça se fait. Ces stéréotypes, on les porte tous. C'est encore la société dans laquelle on vit aujourd'hui, même si on aimerait que ce soit différent. Je suis assez d'accord avec toi. C'est des généralités, mais tu les as constatées, Oui, il y a des études, elles c'est sont là. encore le monde dans lequel on vit, ouais. Oui. Ouais. Et en fait, je passe un peu de temps pour juste poser le cadre parce Oui. que ça, évidemment, ça a un impact sur toutes les décisions qu'on prend, mais Ouais. aussi les décisions financières. Et donc déjà, on va peut-être, les femmes vont prendre moins de risques. Mais il y a aussi un truc hyper important, c'est quelle est l'image en fait qu'on met on montre de la finance. Et de manière générale, c'est que si vous regardez les banques aujourd'hui ou les services financiers, vous me direz: «Ah mais Sarah, il y a 50 d'hommes, 50 de femmes». Oui, tout à fait. Mais regardons bien les femmes, dans quel métier elles travaillent, Ouais. d'accord? On va les retrouver aux ressources humaines, au service marketing, on va les retrouver à l'assistanat, à l'administratif. Mais on va pas les retrouver sur le trade, sur les trading funds, sur les portfolio management, et cetera, non, les métiers techniques. Donc, en fait, de nouveau, là, qu'est-ce qui se passe? En regardant les études et aussi, maintenant, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le métier, que je parle aussi avec les femmes, je me suis rendu compte qu'il y a 3 choses essentiellement qui font que, on voit les choses différemment. De un, les femmes, vont voir le monde de la finance comme un endroit très masculin, très compétitif, le côté un peu, vénal, comme si l'argent avait quelque chose, de mauvais. Ça me fait toujours penser quand je parle du mot vénal à, je sais pas si vous avez vu le film de Mary Poppins, où quand le petit garçon essaye d'aller poser son jeton à la banque et puis il y a le banquier là qui fait peur, tout le monde a peur, enfin voilà. Il y a un peu cette image-là et puis, de dire que, en fin de compte, faire de l'argent avec l'argent, c'est pas, c'est pas très aligné avec des valeurs, humaines,
où on voit que les femmes sont plutôt autour de comment je m'occupe de l'autre, comment je donne, le côté toujours d'être à l'écoute, d'être empathique, d'être bienveillant. C'est pas tellement les valeurs qu'on associe avec le monde financier. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est ce que j'appelle ce mythe financier. Comment on le voit. Et du coup, ben, ça fait que on va pas s'y intéresser. On va essayer de plutôt s'éloigner le plus possible. Et c'est ça, c'est qu'il y a une sorte de cercle vicieux. Donc les femmes, elles s'intéressent pas à la finance. Donc c'est le manque d'intérêt. Du fait, comme elles ont pas d'intérêt, elles vont pas avoir de connaissances. Et comme elles ont pas de connaissances, elles ont pas de confiance en soi. Et en fait, ces trois choses, eh ben, elles s'auto-alimentent. C'est Oui. ce cercle vicieux. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'écrire le livre, c'est de dire, bon, bah, en fait, comment on inverse la vapeur? Ben, moi, je me suis dit: «Je vais taper dans la connaissance» et puis essayer de démystifier ce monde de la finance en disant: «Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste commencer à s'y pencher». D'ailleurs, c'était aussi pour ça que dans mon livre, il y a un seul graphe, hein, dans tout le livre, sur un livre sur la finance et il y a plein de petits dessins. Au début, je voulais en faire une bande dessinée, ça a été un peu plus difficile comme projet, mais l'essayer de dire: «La finance, c'est comme conduire une voiture». Je m'explique. Quand on conduit une voiture, enfin, moi perso, je sais pas comment fonctionne le moteur. Tu me parles de carburateur, changer l'huile encore, ça je veux bien, mais c'est à peu près tout. Donc j'ai aucune idée comment ça marche. Mais par contre, je sais que ma voiture, elle va m'amener du point A au point B. D'accord? Donc je sais lire mon tableau de bord. Je sais à quelle vitesse je vais. Je sais s'il faut que je mette de l'essence. Je sais si je dois changer d'huile, et cetera, et cetera. Donc j'ai quand même des indicateurs qui me permettent de savoir si tout va bien dans ma voiture. La pression des pneus, si tout d'un coup il y a une lumière qui s'allume, bah voilà, je vais aller voir. Mais j'ai ce tableau de bord et j'ai pas besoin d'avoir fait un CFC en mécano pour pouvoir conduire ma voiture. Bah, la même chose avec la finance. Il y a pas besoin d'avoir fait un PhD en finance pour pouvoir investir en bourse ou prendre ses décisions financières. On peut toujours s'appuyer sur un garagiste, sur un conseiller financier, mais c'est important de prendre la responsabilité et puis pas de dire au garagiste: «Ah bah tiens, je te signe un chèque en blanc, vas-y, fais ce que tu veux avec ma voiture». C'est vrai qu'on a tendance à faire ça. Je trouve, alors avec le garagiste et aussi avec la personne qui s'occupe des finances. Ouais. Chez les hommes, on Ouais. pourrait rajouter un autre truc, chez les hommes, ils vont prétendre qu'ils comprennent et qu'ils savent, mais en fait, ils le savent pas et c'est encore plus dangereux. Mmh. Puis on se dit: «Bah, en fait, je fais la politique de l'autruche». Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, je sais pas, je confie à Ouais. quelqu'un et advienne que pourra, Après, on a une part de responsabilité, nous les femmes, mais il y a aussi un côté historique, hein, quand tu regardes jusqu'à quel je crois que en France, en tout cas, en Suisse, je suis pas sûre, mais en France, les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte, bancaire sans l'autorisation de leur mari dans les années 60. Enfin, c'est pas si vieux, hein? non. Non, et du coup, on part aussi avec tout cet historique-là, sur le rapport qu'on a aujourd'hui avec l'argent, et il y a un côté, tu en as parlé tout à l'heure, le fait qu'on voit pas l'argent comme quelque chose de noble, alors que s'investir bénévolement dans 15 Mmh. associations différentes sans gagner d'argent, Ça, c'est OK. voilà. Mais alors que, en fin de compte et ça, c'est lié à des croyances limitantes, donc ça, c'est encore un grand sujet. J'en parle pas beaucoup dans le livre, mais je l'effleure un tout petit peu parce que j'explique que finalement, je me suis rendu compte, j'ouvre une parenthèse, mais je me suis rendu compte que je pouvais pas rentrer avec des conseils, entre guillemets, «techniques» ou donner quelques conseils de base pour que les gens prennent leurs finances en main et investissent en bourse, parce que c'est vraiment ça, hein, mon Cœur truc, du c'est de sujet, dire, ouais. non seulement prends tes finances en main, mais investis en bourse. Investir en bourse, c'est un des outils qu'on a en tant que femme pour pouvoir rétablir la balance, du fait qu'on gagne moins, qu'on a moins de pension et cetera. Parce que les hommes, eux, investissent en bourse. Ils le font même avec des petits montants. C'est à mourir de rire parce que quand je discute avec des couples, tout d'un coup, la femme dit: «Ah mais toi, tu investi en bourse?» Puis il dit: «Ouais, un petit portefeuille». Pas grand-chose, mais Mais il le comment fait. il le fait. Et du coup, ça, c'est aussi l'état d'esprit qui fait, ben, est-ce qu'on investit en bourse? Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà avoir cassé ce que tu viens d'expliquer, les croyances limitantes qu'on a reliées à l'argent. Typiquement de dire: «Ah ben, en fait, d'investir en bourse, c'est pas bien parce que du coup, je travaille pas pour avoir cet argent». Ou de dire: «L'argent n'achète pas le bonheur», ou de dire: «L'argent», en fait, ça, c'est toutes des croyances qui sont limitantes. Mais je me souviendrai toujours, j'ai une copine qui est médiatrice, qui un jour me dit, on parlait de comment elle valorisait son service finalement. Oui, Puis elle me disait: «Oui, mais tu sais, moi, c'est pas l'argent qui est important, blablabli, blabla».
Je dis: «Oui, mais en fin de compte, c'est quand même dans la société actuelle une manière de valoriser le travail que tu fais et puis en fin de compte, je peux te dire, si tout ce que tu donnes gratuitement, que ce soit un service ou un objet, généralement les gens ne voient pas la valeur de ce que tu leur donnes si c'est gratuit. Si tu leur fais payer 5 francs ou 5 €, là, c'est encore autre chose. Ouais. Donc c'est pas une question de combien, mais c'est juste cette idée de valorisation, de comment on valorise nos services et donc cet ami me disait: «Mais moi, j'ai pas besoin de cet argent. En plus de ça, mon mari gagne bien, blablabli». Complètement Mmh. et j'ai rigolé parce que je lui dis: «Mais écoute, il y a pas de souci, tu as qu'à facturer le prix juste, d'accord? Qui était bien au-dessus de ce que c'était». Je dis: «Puis l'argent que tu as pas besoin, tu le reverses bénévolement, tu le reverses à une association caritative» et en fait, c'est marrant comme ça a changé son état d'esprit dessus en disant: «Ah bah ouais». Je lui dis: «Il y a pas de souci, tu peux très bien gagner beaucoup d'argent, mais ne mais le reverser à d'autres Oui. personnes et ça, c'est OK». Mais de nouveau, c'est en lien avec ses croyances limitantes. Comme si l'argent, c'était sale finalement et une femme qui parle d'argent, Et tout de suite, c'est les dents longues. En fait, on met plein d'images oui, autour de l'argent et il y a aussi, je sais pas si c'est un sujet que tu traites ou que tu connais, mais il y a une histoire de, famille. Comment l'argent était, comment on parlait oui, d'argent? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des grandes faillites dans oui, une famille et du coup, ça a un impact sur, oui. la façon dont on voit l'argent ou dont on mène des projets et cetera? Bah, bien sûr, mais comme tout dans notre vie, hein, c'est ce qu'on peut appeler les constellations familiales, ça C'est fait ça. partie de notre ADN, heu et puis une des choses, typiquement quand on explore, notre relation à l'argent, une des manières de le faire, c'est de se dire: «C'est quoi les premiers souvenirs que tu as eus, de l'argent?» Est-ce que les premières choses que tu as entendues à la maison? Comment tes parents prenaient les décisions financières? Est-ce que qui c'est qui prenait la décision? Puis la même chose quand on se met en couple finalement aussi. Bah, comment tu prends tes décisions financières, mais la décision financière, c'est pas seulement comment je négocie mon hypothèque ou comment j'investis en bourse, mais c'est quand je vais faire mes courses, est-ce que j'achète du bio ou du non bio? Est-ce que j'achète du local ou du non local? Est-ce que je vais dans un magasin où j'achète les choses en gros ou est-ce que je fais des actions? Mais en fait, et c'est pas seulement lié à notre situation financière, mais c'est de nouveau cet état d'esprit, cette éducation. Est-ce que j'ai le droit de dépenser beaucoup d'argent pour moi ou pas? Ou non, moi j'ai des gens quand on discute sur comment ils prennent leurs décisions, bien sûr, j'ai des amis et c'est pas une question de combien elles ont sur leur compte en banque, mais ah ben, en fait, elles vont plutôt privilégier, de d'acheter toutes les choses pour les enfants avant de s'acheter quelque chose pour elles. Mmh. Est-ce qu'on comment on choisit les vacances? Comment on établit un budget des vacances? Il y a des gens qui vivent avec des budgets, il y a des gens qui vivent sans budget. Est-ce qu'on est plutôt cigale ou est-ce qu'on est plutôt fourmi? Mais tout ça, ça fait partie de notre ADN et il y a pas du juste ou faux. Non, mais c'est important d'avoir ces questions et De merci de les partager et de se les poser dans le couple, dans la famille et aussi, on a parlé des enfants, heu et ça commence Ah mais ça dès commence l'enfance. Qu'est-ce qu'on Comment on discute de l'argent avec ouais. les enfants, selon toi? Comment on peut commencer à avoir une, discussion et alors pour reboucler avec mon sujet et à avoir une conversation avec les petits garçons, les petites filles, de sorte de mettre de l'égalité entre les filles et les garçons? Ouais, dès le départ. Alors je pense qu'à l'enfance, elle y est cette égalité en fait pour elle on la voit pas encore cette différence, d'argent parce que justement les enfants on n'en parle pas, on parle pas d'argent avec eux. C'est marrant que tu dis ça parce que je lisais un article sur c'est une étude qui a été faite par le Wall Street Journal qui parlait de en fait, comment parlez-vous d'argent à votre enfant de 8 ans? Et c'est un vrai sujet aussi parce qu'on voit à l'école, on parle pas d'argent, on n'a pas d'éducation C'est vrai. financière alors que bon, ben, le nombre de fois sur les réseaux sociaux où je vois, la phrase, «Encore une journée où je n'ai pas utilisé le théorème de Pythagore, pour faire mes impôts», C'est vrai. ben on rigole, Mmh. mais c'est une réalité. Oui. Donc les enfants, je pense qu'il y a toutes ces choses-là autour. Est-ce que vous dites à vos enfants combien vous gagnez? Ah bah non, parce que je voudrais pas que mes enfants répètent à la récréation combien je gagne. Et de nouveau, ça va être je pense qu'il y a pas une manière de faire juste, c'est comme comment on éduque le les enfants, mais ça devrait être un sujet. Est-ce que tu parles d'argent avec tes enfants? Mais est-ce que tu en parles consciemment ou est-ce que tu en parles aussi ou tu en parles pas consciemment? Ce que je veux dire, de faire une véritable décision là autour, plutôt que d'éviter le sujet. Ouais. Ah ouais. Typiquement, moi, je dis à mes enfants, on fait partie, des
des gens les plus riches de la planète. Mais pour eux, les gens les plus riches de la planète, c'est, comme c'est en plus des garçons, c'est les Ronaldo, les Beckham, enfin tous ceux qui ont des millions, voire des milliards. Ouais. Et puis il me dit, mais maman, on vit vraiment pas comme ça. Je lui dis, non, ok, mais par rapport au reste de la planète, on a un toit, on part en vacances, vous avez de quoi manger tous les jours, vous pouvez aller faire du sport, vous avez le droit d'aller à l'école. Enfin, vous faites partie je sais pas, je crois que c'est 20 ou 30%, même peut-être que le chiffre que je dis en plus est faux, et il est même plus bas, de personnes qui n'ont pas de soucis, parce qu'on habite en Suisse, parce qu'on est privilégié, etc. Alors évidemment, non, on gagne pas au point où je pourrais arrêter de travailler, ou on peut commencer à flamber et puis aller aux Maldives tous les mois. Oui. Mais c'est pas, mais en fait, c'est aussi de remettre ça en place. Ça veut dire quoi être riche? C'est quoi ce montant-là? Et moi, je connais des gens qui gagnent beaucoup moins d'argent que certains autres qui en gagnent beaucoup plus, mais ceux qui ont le moins se sentent riches et ceux qui en gagnent beaucoup, pas. Et en fait, de nouveau, c'est un sentiment, c'est culturel aussi. Oui, et c'est ce qu'on va attacher à l'argent. Exactement. Le sentiment qu'on va attacher à l'argent, qu'il soit négatif ou positif, Oui. d'ailleurs. Ouais. Et puis, quelles sont les valeurs qu'on veut donner à nos enfants là autour? Oui. Je pense que ça, c'est aussi hyper important. D'ailleurs, en parlant alors c'est pas ma spécialité, l'éducation financière pour nos enfants, alors que c'est quelque chose pourtant qui me passionne. Mais il y a un livre, enfin 4 petits livres qui ont été écrits par une dame qui s'appelle Catherine Mara Harvey, et elle les a traduits en plusieurs langues. Donc maintenant, j'ai plus le nom du titre, mais je te donnerai pour que tu mettes dans la bio le lien. En anglais, ça s'appelle A Smart Way to Start, et il y a 4 petits livres, et c'est vraiment destiné aux enfants, je dirais, de 4 à 10 ans, 11 ans. Et je trouve que c'est hyper bien fait parce que ça crée des discussions autour de l'art. Et je pense que c'est important d'en parler. C'est juste ça. Bah oui, Voilà. Au moins avoir la conversation. D'avoir les conversations. Ouais. Et moi, je vois par exemple mon fils de 16 ans qui a commencé un apprentissage. Eh ben, il gagne son argent, donc on s'est assis avant même qu'il commence à travailler. J'ai dit, on fait le plein financier. Alors, il m'a fait 3 fois les yeux au ciel, et il avait pas du tout, voilà. Puis il me disait, ah, mais vraiment, maman. Mais en fin de compte, je pense que c'est en lui apprenant ça, de dire, mais tu gagnes tant, comment ça marche. Oui. Il voulait s'acheter un scooter, il a des assurances à payer. Je lui dis, bah, tes assurances, tu les payes à l'année, donc tu dois tous les mois mettre l'argent. Mais en fait, c'est du budgeting, mais ça commence avec ça. Ouais. Et les femmes sont très bonnes pour faire ça. C'est ça qui est marrant. Elles sont très bonnes pour faire ça, mais par contre, toutes les, j'ai envie de dire, j'ouvre les guillemets, les grandes décisions financières comme est-ce que qu'est-ce que je fais avec mon fonds de pension? Est-ce que je négocie ou pas l'hypothèque? Est-ce que j'investis en bourse? Tout ça, ça va être des trucs où elles vont plutôt avoir tendance à mettre la tête dans le sable à cause de ce cercle vicieux, alors qu'en fin de compte, en termes de gestion du budget du ménage, elles sont très bonnes. Ça, c'est aussi une des différences. C'est une grande différence, entre la manière dont nous, les femmes, on va aborder le sujet de l'argent. Oui. Ok. Alors, dans ton livre, tu abordes à la fois le volet un peu développement personnel, mais aussi des concepts techniques liés à l'investissement. Pourquoi l'un va pas sans l'autre? Bah parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'on va pas pouvoir, que la lectrice, hein, ou la personne lambda à qui je m'adresse, si elle a ses croyances limitantes, si elle se dit: «Ah bah, de toute façon, je vais jamais rien comprendre», elle va pas pouvoir s'ouvrir à aller plus loin. Donc la première chose, en fait, aussi, ce qu'il faut se dire, maintenant je vais parler vraiment d'investissement et pas, parce que quand on parle de finance ou d'argent, c'est très vaste comme sujet. Mais en ce qui concerne les investissements en bourse, ce qui est très marrant, c'est que peu de femmes investissent, mais les peu de femmes qui investissent, elles ont des meilleures performances que les hommes. Pourquoi? Bah, parce que en fin de compte, le fait d'être un bon investisseur, ou d'avoir plutôt quand je dis un bon investisseur, avoir des bonnes performances en investissement, c'est plus lié à un aspect comportemental qu'à un aspect compétence technique. Je vais m'expliquer. Je reviens sur les différences entre les hommes et les femmes. Une des grandes différences, c'est que les hommes ont plus de testostérone. Ils sont plus dans la compétition. D'accord. Alors que la femme, eh ben, elle va être plutôt quand on parle d'argent avec une femme, ce qui va lui parler, c'est plutôt de dire, ben, en fait, en quoi l'argent est important pour toi? Qu'est-ce que ça te permet d'atteindre? Ah, ben, je vais même payer les études des enfants, ou aller faire un voyage, ou financer ma retraite. Et du coup, elles vont attacher ça à des objectifs bien précis, et ça va leur permettre d'être beaucoup plus disciplinées. L'homme, il est dans ce truc compétition. La femme, elle n'est pas du tout intéressée par tout ce qui est technique, investissement.
Elle me dit: «Ah bah, je vais acheter ça, je vais vendre ça, tactique, je vais faire beaucoup d'achats et de ventes». C'est ce qu'on appelle de la gestion active. Chaque fois qu'il achète ou qu'il vend, il se passe 2 choses. De un, quand on achète et qu'on vend, bah, il y a des frais de transaction, donc ça coûte plus cher Oui. et en même temps, eh bah, chaque fois qu'on achète ou qu'on vend, eh ben, on prend la décision d'acheter ou de vendre, qui peut être une bonne décision comme une mauvaise. Alors que la femme, eh ben, elle va avoir tendance à acheter puis à rester investie. C'est ce qu'on appelle vraiment acheter et attendre. Et ça, à terme, eh ben, en fin de compte, on va avoir des meilleures performances. Ça, c'est une des grosses différences. Une autre grande différence, c'est que la femme, elle a tendance à prendre un peu moins de risques. Alors ça pourrait lui péjorer, parce qu'en fin de compte, dans un des concepts techniques dont je parle, c'est que les risques et les rendements sont liés. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 10 pour s'en rendre Oui. compte. Plus on prend de risques, plus on a de rendement et vice versa. Mais le problème de l'homme, c'est qu'il va tendance à avoir prendre beaucoup de risques, puis après tout d'un coup les marchés s'effondrent, et puis il flippe, alors il vend tout et puis en fait de nouveau, il fait un achat, en vente, alors que la femme elle dit: «Bah moi je vais prendre un niveau de risque que je sais que je peux supporter et puis je vais tenir sur la longueur». Donc elles vont être beaucoup plus disciplinées. Il y a une histoire dans ce que tu viens de dire, d'émotion Mmh. forte. Dans le livre, je fais une comparaison, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, mais je fais la comparaison dans le sens que l'homme, il s'intéresse à ce truc financier. Ça l'amuse. C'est fun pour lui. La femme, pas du tout. Mais on pourrait imaginer, vu qu'on parle toujours que les femmes aiment faire du shopping. Alors, je prends cet exemple. Oui. Perso, moi, je suis pas très shopping, mais Oui. en fin de compte, il parle quand même pas mal. Disant, mais c'est un petit peu comme l'homme et la femme qui vont faire du shopping, mais à l'envers. D'accord? L'homme, eh ben, il a sa liste de shopping, il dit, bah, je dois acheter 2 pantalons, 2 chemises et puis un pull. La femme, elle dit: «Ah bah moi, j'y vais, hem et puis, bah, je vais faire les soldes, puis on verra bien, puis je vais chiner et tout» et en fin de compte, finalement, l'homme, eh ben, il va aller faire ses magasins. Il achète ce qu'il a exactement sur la liste, que ce soit en solde ou pas. Finalement, il a acheté ce dont il avait besoin, il repart et puis il a été assez chirurgical. Puis à terme, bah, ça lui coûte quand même moins cher que la femme qui avait acheté plein de trucs qui sont probablement soldés, mais elle dont elle n'aura pas forcément besoin. C'est un petit peu ça l'idée. C'est que l'homme, il trouve ça intéressant, donc tac, 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 il achète, il vend, il va dire, oh ben, ah ouais, là, j'ai entendu parler, je vais tester les bitcoins, je vais tester le fonds sur la Chine, j'en sais rien, toutes ces choses-là. La femme me dit, oh, moi, il y a peu de choses qui m'intéressent finalement. J'achète, j'oublie, et puis moi, j'en ai besoin pour dans 5 ans, dans 10 ans, voilà, je vais faire beaucoup moins je vais avoir beaucoup moins de décisions émotionnelles et du coup, moins de spéculation et à terme, ça paye. Toutes les études le montrent. D'où l'importance de reprendre la main sur ce sujet. Exactement et c'est pour ça que je commence dans le livre sur ce côté développement personnel en disant: «Bon», très, très, très crûment, je dis: «Bon les filles, il faut qu'on investisse en bourse. Les personnes vous êtes capables, donc je vous montre que vous êtes capables parce que les études le montrent. Donc l'important, c'est de reprendre en fin de compte le contrôle sur cette vie-là financière, sur cet aspect de notre vie finalement, parce que comment on pourrait prétendre, moi ça me fait toujours rire de dire, ah on a eu la révolution féminine ou la libération des femmes. Comment en 2025 on peut prétendre être une femme libérée ou indépendante si on gère pas nos finances? Pour moi, c'est la clé de voûte en fin de compte qui est de cette Oui, révolution finalement. Et donc, de dire, bah voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est quoi les 2 3 choses dont je dois savoir? J'en ai déjà mentionné une, c'est les risques et les rendements sont liés. Voilà, d'être conscient de ça. Une autre toute bête, c'est payer le moins de frais possible. Plus vous payez de frais, moins il y en a dans votre poche. Ça semble être tellement logique, mais dans le monde financier, il y a beaucoup de frais cachés. Donc voilà, c'est des choses très vigilant posées. par Voilà, rapport à faut ça. poser les questions. Et puis OK, maintenant il y a de plus en plus de réglementations qui permettent plus de transparence, mais de nouveau, aller poser les bonnes questions et c'est pas les produits financiers les plus chers qui sont les meilleurs. Au contraire, souvent c'est les produits financiers les plus chers où les gens vont enfin le financier va vous vendre sa connaissance, mais finalement, réfléchissons, on ne peut pas savoir ce qui va se passer à l'avenir. Donc, en fin de compte, les conseillers financiers qui disent: «Ah mais moi je sais qu'il faut acheter ça ou vendre ça à ce moment-là», ils font quoi? Ils font de la spéculation. Ils essayent de prédire ce qui va se passer plus tard et en fait, on ne sait jamais. Mais par contre, il y a des choses qu'on sait. On sait que les frais pèsent la performance, on sait que les risques et les rendements sont liés, on sait que, toutes les ac que plus on diversifie,
plus on réduit le risque. Au lieu d'acheter une action cotée en bourse, si on les achète toutes, en fin de compte, on a moins de risques, hein. Si je prends l'exemple de Swissair qui a fait faillite il y a quelques dizaines d'années, si on avait acheté que Swissair, on perdait tout. Mais si on avait acheté toutes les compagnies aériennes, Swissair fait faillite. Oui, ça a un impact sur notre portefeuille, mais pas si important que ça. Poussons ça à l'extrême. Achetons toutes les sociétés cotées en bourse. Et puis, pas seulement en Suisse, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Et puis, dans tous les domaines, pas que les compagnies aériennes, pas que les financiers, mais aussi dans tous les domaines possibles. Donc, diversifier au maximum. Je pense que ça, c'est un concept qui est important. C'est l'histoire de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Et puis, de prendre le niveau de risque qui soit adapté à notre situation. Et c'est pour ça que aussi dans le livre, je dis, faut commencer par vous poser les bonnes questions en partant de vous. Plutôt que d'aller voir un financier puis de lui dire, bon, je vais investir en bourse, j'ai ce franc à investir, le financier il va vous vendre ce que lui, il aura. C'est un peu comme acheter une voiture. Si tu vas acheter une voiture et que tu vas chez Range Rover et tu dis j'ai besoin d'une voiture, il va te vendre une Range Rover. Mais si avant d'aller acheter ta voiture, tu te dis OK, c'est quoi mon but? Ah, j'ai prenons mon cas, j'ai 3 enfants, je vais souvent à la montagne, et puis j'ai souvent des copains des enfants, donc il me faudrait quand même une 7 places, et cetera. Du coup, je fais mon plan, c'est-à-dire je sais exactement quel type de voiture j'ai besoin. J'ai besoin d'une voiture 7 places, voire d'un minibus. Maintenant, imaginons qu'on prenne un cas différent. Imaginons que cette personne, elle ait pas d'enfants puis qu'elle fasse que de la ville, probablement qu'elle aura plutôt besoin d'une voiture de sport ou une Smith. Donc là où je veux en venir, c'est que ce qui est important, c'est de décider c'est quoi tes objectifs, c'est de quoi que tu as besoin, et ensuite tu vas voir le conseiller, le ou la conseillère financière en disant voilà, moi mon objectif c'est que je veux payer des études à mes enfants, ou c'est pour ma retraite, ou dans 10 ans j'aimerais pouvoir prendre une retraite anticipée, etc. Ça c'est mes objectifs. Et puis ensuite le conseiller ou la conseillère financière va te dire voilà ce que je te propose pour atteindre cet objectif-là. Mais si tu arrives vers eux en disant voilà, moi j'ai 100 000 francs, et puis il va vous refourguer un produit qui sera bien probablement à vendre sur le moment. Qui l'arrangera peut-être. Qui l'arrangera. Et pas forcément exactement tes finances. Et puis la dernière chose que je voulais dire en termes de concept technique, c'est que si tu veux investir en bourse, pour moi j'ai une règle qui est assez simple, c'est que l'argent que tu as besoin dans les 5 prochaines années, ça veut dire que si c'est de l'argent que tu auras besoin pour payer ta facture de téléphone, ou que tu dis je vais peut-être l'utiliser pour comme fonds propres pour acheter un appartement, cet argent-là, tu ne devrais pas l'investir parce qu'il y a beaucoup de volatilité dans les marchés financiers, et à 4-5 ans, finalement, oui, tu peux gagner beaucoup, mais en même temps, selon si tu investis juste avant un crack, ça prendra ce temps-là pour remonter. Volatilité. La volatilité. Expliquer. Oui, la volatilité, c'est de dire qu'en fin de compte, les marchés, ils montent et ils descendent, ça bouge tout le temps. La volatilité, c'est un peu le grand 8. Si tu vas dans des parcs d'attractions, c'est le grand 8. Alors, plus il y a de volatilité, plus ça monte et plus ça descend, plus ça fait des montagnes russes. Quand la volatilité est basse, on est plutôt sur un petit carrousel pépère tranquille, j'ai envie de dire. Ouais. Non, mais c'est le côté colline ou montagne. D'ailleurs, c'est l'image, le seul graphe que j'ai dans mon livre, c'est ça. C'est vraiment de montrer qu'il y a des profils de risque où ça monte et ça descend beaucoup. Et là, il faut avoir le cœur solide pour supporter ça, parce que tout d'un coup, on fait plus 20, moins 20. Enfin, je veux dire, ça peut vite, en termes de montant, ça peut vite avoir un impact sur notre émotion. Et donc, on revient sur le côté émotionnel. Pourquoi je te disais que c'est une question de comportement, de bien réussir en finance. Parce que, en fait, si on a bien fait son plan et qu'on sait où on va, on peut se dire, moi, voilà, j'investis tant. Je sais que mon portefeuille, il peut faire plus 20 ou moins 20, mais je suis OK parce que je sais que cet argent, j'en ai pas besoin pour les 10 prochaines années. Et on dit toujours que la volatilité à court terme s'efface sur le long terme. Et il suffit pour les gens qui nous écoutent, qui ont des téléphones comme un Apple, vous avez de base une application dessus qui est bourse. Oui. Et en fait, même si vous avez jamais touché, vous allez la voir. Et je trouve toujours intéressant, vous allez ouvrir et souvent les premières choses qui arrivent, que vous allez
La première ligne, c'est le Dow Jones. Moi, je suis basée en Suisse, donc j'ai aussi le SMI qui est le marché suisse. Le Dow Jones, c'est le marché américain. Mais ouvrez juste l'une de ces lignes et puis vous voyez, vous regardez sur un jour, c'est le 1J, et ben vous verrez que ça peut monter ou descendre, ça dépend de la journée. Puis maintenant, je vous conseille de regarder sur 3 mois. Puis après, vous regardez sur 5 ans. Puis après, sur 10 ans. Et vous allez voir que même si, par exemple, il peut y avoir ça peut être descendu sur les 3 derniers mois ou la dernière année ou même peut-être les 2 dernières années. À 10 ans, vous verrez que votre graphe, eh ben, en fin de compte, ça monte et ça descend, mais ça a une tendance à monter. Donc c'est ce qu'on veut dire sur la volatilité à long terme, elle a tendance à s'étendre parce que, bah, réfléchissez. C'est quoi, en fin de compte, les actions qui sont cotées en bourse? C'est des sociétés qui produisent des services ou des biens qui sont consommables. Donc il y a des sociétés qui font faillite, mais il y a des sociétés comme Microsoft qui partent de rien et puis qui explosent. Et puis, ben, finalement, si un jour toutes ces sociétés font faillite, en même temps, c'est le seul moyen, en fin de compte, que votre portefeuille se retrouve à zéro, ben, j'ai envie de vous dire que votre problème, ça sera pas tellement de l'argent. Si toutes les sociétés cotées en bourse de la planète font faillite en même temps et que le marché s'effondre, je vous conseille de planter des patates et d'aller acheter des flingues. Parce que je pense que le problème, ça ne sera pas combien vous avez sur votre compte bancaire. Quel conseil tu auras envie de donner à toutes les femmes qui, aujourd'hui, ne se sont jamais intéressées à leurs finances et qui pourraient faire une petite action pour démarrer, autre que acheter ton livre? Non, alors comme petit acte, ben, pour moi, la première action, elle vient sur la prise de conscience. Oui. Donc et ça peut, je pense que c'est pas forcément acheter un livre parce que ça demande un certain investissement de temps. Oui. Je parle pas de l'investissement de l'argent, mais je suis bien consciente que des fois, on a, surtout les femmes, entre les enfants, les carrières professionnelles, etc., le temps, c'est précieux. Mais je pense que c'est la première chose, c'est la prise de conscience. Éventuellement, eh ben, si c'est le livre, c'est quelque chose qui vous parle, oui, vous renseignez sur le sujet. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire la première petite action, de dire, mais prenez un montant même insignificatif. À l'heure actuelle, ce qui est génial, contrairement à comment c'était il y a 50 ans, c'est qu'aujourd'hui, même avec un petit montant, vous pouvez commencer à investir en bourse. Prenez un petit montant. 100 euros. 100 francs suisses. Ce qui va pas changer la donne à long terme. Et puis, investissez-le. Et puis, vous voyez si vous avez, si ce que ça vous fait. Il y a plusieurs plateformes qui sont disponibles pour le faire. En France, je les connais pas très bien. J'en connais quelques-unes en Suisse. Mais vraiment, commencez, essayez. C'est un peu de dire, c'est comme quand vous allez mettre le doigt de pied dans l'eau froide, quoi. Testez l'eau avant de savoir qu'elle est trop froide ou pas trop froide pour vous. Donc, c'est ça que j'aurais envie de dire. C'est de commencer parce que. C'est un peu à l'action, en fait. Oui. J'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont contactée, qui en fait avaient passé pas massablement de temps à lire, à écouter des podcasts, à faire des vidéos, à faire des cours d'investissement boursier. Donc elles ont passé du temps dessus, mais elles avaient toujours pas fait ce que j'appelle le clic. Elles avaient toujours pas cliqué pour investir. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est parce que elles voulaient investir toute leur fortune. Et je leur ai dit, mais en fait, vous commencez avec un premier petit pas facile. C'est des choses qu'on apprend dans le coaching. Le premier petit pas facile de se dire, bah, en fait, j'investis un montant qui fait que même si cet argent, je le perds, c'est pas grave. Ça va pas mettre en péril les vacances de l'année prochaine ou quoi que ce soit. J'ai dit 100 euros, mais peut-être qu'il faudrait que ce soit 1000. Je sais pas, ça va être tout différent pour chacun et chacune d'entre nous. Mais commencez avec une petite chose. C'est comme quand vous voulez vous entraîner pour un marathon ou pour faire de la course à pied. Bah, la première chose à faire, c'est pas d'aller passer des heures dans un magasin à acheter une paire de chaussures. C'est déjà de prendre une paire de chaussures et puis même une paire de baskets, même si c'est pas des chaussures de course, et puis d'aller courir 5 minutes pour voir comment vous vous sentez. Commencez. Ouais. Mettez-vous à l'action. Tu as une autre ressource ou un livre, un podcast à recommander? Oui, il y a un podcast, enfin un podcast slash livre, parce qu'en fait, c'est un podcast qui a été transformé en livre, donc selon ce que vous aimez, comment vous aimez l'écouter ou le lire. C'est de Titu Lecoq. Elle a écrit pas mal de choses pour les femmes, mais elle a aussi écrit ce livre qui s'appelle Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Et ce livre-là vient d'un podcast qu'elle avait fait il y a quelques années qui s'appelle Rends l'argent.
que je recommande et je trouve très intéressant parce qu'elle fait vraiment cette différence. Elle prend une petite fille et un petit garçon et elle regarde tout au long de la vie les différences de manière dont hommes et femmes prennent des décisions qui font que, en fin de compte, la femme se retrouve à la retraite appauvrie, alors que l'homme se retrouve plus riche. Et c'est une série. Alors, il y a une partie, c'est à cause de la société, on Oui. s'entend bien, mais il y a une série de choses que nous, les femmes, faisons. Nous prenons des décisions financières qui nous péjore. Et je trouve que Titu Lecoq l'explique très très bien dans son livre, surtout quand elle parle de l'argent. Après, pour celles et ceux que ça intéresse, elle a écrit d'autres livres qui sont aussi très intéressants sur les femmes et puis le fait que on doit un peu prendre aussi plus de contrôle sur notre vie, etc. De manière générale. De manière générale. Très bien. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ton livre et suivre ce que tu fais? Alors, je suis sur les réseaux sociaux, sous, Ce que valent les femmes, Instagram, LinkedIn et Facebook. J'ai mon site web qui s'appelle, www.cequevalent-les-femmes.ch et on peut commander le livre là. Il est aussi à disposition sur Amazon et sur Paillot. Et on a oublié de préciser quelque chose de très important, c'est que ton livre, il y a une partie ou toute partie de les bénéfices des ventes qui sont reversés à une association. Oui, parce que alors pour revenir au sujet qu'on discutait au début et l'alignement et le côté financier, pour moi, c'était très important comme c'était une manière de rendre, ce que j'ai reçu. Je me suis dit: «Mais si je me fais encore de l'argent dessus, ça va pas aller» Oui. et tu te souviens ma copine médiatrice à qui je Oui. disais, et c'est elle qui m'a un peu dit, elle me dit: «Mais Sarah, tu peux pas donner, ça gratuitement» et cetera et du coup, je me suis dit: «Bah, alors en fait, très bien, je vais reverser tous les bénéfices du livre à une association» et j'ai trouvé cette association, qui s'appelle Momentum, qui est basée en Suisse, mais qui, œuvre, au Rwanda et qui a plusieurs projets, dont 2 en fait que moi je subventionne. Le premier c'est, heu, des cours pour, des filles mères, qui en fait, se retrouvent, mères très jeunes et elles peuvent suivre un cours de 3 ans pour faire de la couture, ce qui leur permet après 3 ans, d'être indépendantes financièrement et de pouvoir, gagner leur vie. Donc ça, c'est un des projets et l'autre, c'est simplement de la scolarisation pour les plus jeunes filles, au Rwanda. D'accord. Donc oui, tous les bénéfices du livre sont reversés à cette association. Très bien, c'est une belle façon de terminer cet épisode. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était l'épisode 53 du podcast Gang de copines, le premier de la saison 3. Merci pour ton écoute et merci de me suivre depuis déjà 3 saisons. Ce que je retiens moi de cet épisode, c'est les conseils simples qui sont activables facilement et que Sarah a donné et qui vont nous permettre de reprendre le pouvoir sur nos finances et nos investissements. Ça m'a aussi permis moi, personnellement, de me rendre compte que je pouvais vraiment faire l'autruche. Et la première action que j'ai décidé de mettre en place, c'est d'aller écouter le podcast dont elle parle, le podcast de Titu Lecoq. Je me demande, du coup, si c'est pareil pour toi. Est-ce que toi aussi, tu fais l'autruche ou est-ce que tu es une excellente gestionnaire? Si tu veux, on en discute sur Instagram, le compte c'est Gang de copines podcast et pote, ça s'écrit toujours comme une pote. À bientôt.